Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de Pièces et Main-d'œuvre. Bonjour, bienvenue sur Floraison. Vous écoutez Face au monde machine, un entretien technocritique au long cours avec les Grenoblois de Pièces et Main-d'œuvre. C'est le 15e épisode. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, vraiment arrêtez tout et commencez par le début de la série pour tout comprendre. Comme annoncé précédemment, les épisodes 14, 15, 16 et 17 forment un chapitre consacré à l'eugénisme et au transhumanisme. On y parle de la fabrication artificielle industrielle des êtres humains, l'incarcération définitive et biologique de l'homme-machine dans le monde machine. La semaine dernière, dans l'épisode 14, nous avons parlé de la loi 2021 relative à la bioéthique, de PMA, et du pouvoir croissant des scientifiques et généticiens sur nos vies. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le 15e, l'enfant sur catalogue, on poursuit avec le marché des bébés marchandises produits, designés, customisés, consommés selon les principes industriels. Bonne écoute. Parce que vraiment, ce qui est frappant quand on se penche sur cette question-là, c'est à quel point tous les débats sont faussés et hypocrites. C'est-à-dire que ils savent très bien qu'il y a une trajectoire, mais ils font mine de dire que c'est pas parce qu'on autorise ça qu'après on autorisera ça. Alors que c'est exactement l'inverse qui se produit. Juste pour terminer l'histoire en fait, de l'évolution de l'application de la reproduction artificielle en France en tout cas. Donc on a commencé, et puis techniquement, on a commencé donc pour répondre à la question de l'infertilité féminine. Et puis en fait, on a rapidement étendu ça aux hommes et aux couples infertiles. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est aperçu que les hommes aussi pouvaient présenter des problèmes d'infertilité et qu'on pouvait donc élargir l'application de ces techniques pour répondre à leurs problèmes. Puis aux couples, parce que des fois c'est les deux, ou des fois on ne sait pas qui, et puis bon, des fois ils ne sont pas vraiment infertiles, mais ils n'y arrivent pas, et ainsi de suite. Donc on a élargi ça. Ensuite, on a élargi, donc avec l'apparition du diagnostic préimplantatoire, aux couples fertiles, mais risquant de transmettre une maladie grave. Donc là, à ce moment-là, on disait, ok, un tel, il est porteur de telle maladie, on va passer par un donneur, est arrivée l'histoire du don, donc des dons de gamètes. Et puis, donc, s'il y a un risque de transmission, on l'autorise, et à ce moment-là, on considère que ça reste dans un champ médical. C'est-à-dire que, dès le départ, l'argument, ça a été de dire, et d'ailleurs, on disait procréation médicalement assistée. C'était l'idée qu'on venait réparer, non pas réparer, parce qu'on ne répare pas, mais combler un handicap. L'analogie la plus juste, c'est l'analogie du handicap, parce que les techniques de PMA ne guérissent pas de l'infertilité, mais elles viennent pallier le handicap en permettant d'avoir un enfant quand même, en introduisant un système en quelque sorte de prothèse technologique, quoi. Et puis, on s'est rendu compte. Mais nous, on ne le savait pas et personne ne le savait, je pense. Et il a fallu les débats de la loi de bioéthique qui, pour ça, ont eu un aspect positif, pour découvrir qu'en fait, 15% des PMA engagés avant la loi de bioéthique, donc jusqu'en 2020, mettons, concernaient des couples sans pathologie avérée. C'est-à-dire sans problème de fertilité et sans risque de transmettre une maladie. Mais simplement qui n'arrivaient pas, qui étaient un peu mous de la conception, qui n'arrivaient pas à avoir des enfants rapidement. Et ben, vous alliez voir un médecin en disant « ouais, ça fait quand même 1 an qu'on n'arrive pas » et tout ça. Pas de problème. On déclenchait une procédure de PMA
quand même prises en charge par la sécurité sociale et ainsi de suite. Et très souvent d'ailleurs, il y a plein de témoignages de gens qui ont fait une PMA comme ça et qui ensuite ont eu un enfant naturellement, donc ce qui montrait bien qu'ils n'étaient pas infertiles, mais qu'à un moment donné, ça ne voulait pas. Alors, petite anecdote, mais une amie proche gynécologue, ces derniers temps, reçoit beaucoup de très jeunes couples qui disent on n'arrive pas à avoir d'enfants, et en fait, elle s'aperçoit qu'ils n'ont quasiment pas de vie sexuelle. Parce qu'ils sont sur leur smartphone, et qu'elle leur explique que pour avoir un enfant, à un moment donné, il va falloir passer à l'acte un peu plus souvent. Mais c'est un phénomène qui se traduit dans les études, apparemment, qui montrent que, bon, a priori, l'activité sexuelle, elle est en berne. Les écrans ont l'air plus intéressants. Et donc, si on commence à dire que les PMA peuvent être mises en œuvre pour des couples qui ont juste du mal à concevoir, alors on est sur une pente là qui est vers l'élargissement très important, quoi. Aussi, ce qu'on n'a pas rappelé, c'est que le développement de ces technologies apparaissent dans un contexte d'infertilité croissante, oui, liée au mode de vie. Tu parles des écrans, mais il y a aussi l'environnement. La pollution chimique, évidemment, fait que principalement, elle affecte beaucoup la qualité du sperme masculin, forcément. Si je peux encore dire des choses comme ça, je ne sais pas. Pardon, on va dire des gamètes mâles. Les gamètes mâles, je crois qu'on a le droit de le dire. Donc oui, on a une chute du taux de spermatozoïdes dans le sperme, une chute de leur mobilité. Enfin, bon, toutes les études montrent que effectivement la fertilité est menacée par l'environnement, la pollution de l'environnement, donc les perturbateurs endocriniens évidemment, mais aussi tout un tas de pollutions chimiques qui viennent affecter donc les qualités reproductives. Et évidemment, ça ne fait qu'ouvrir un marché, puisque, alors là, c'est dans la logique techno-capitaliste traditionnelle, c'est-à-dire que ce qu'on faisait autrefois de façon libre, gratuite et naturelle, est de plus en plus difficile du fait de la destruction de notre environnement, et qu'on va nous le revendre, nous le reproposer de manière artificielle, marchande, et donc soumise à la contrainte technologique. Ça, évidemment, c'est un phénomène croissant, mais encore une fois, ce qui est frappant, c'est le recours croissant également aux techniques de reproduction artificielle en dehors de tout cadre pathologique. Et là, alors on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le soin, ou en tout cas le fait de corriger un handicap, mais on passe à autre chose qui là commence à regarder du côté du transhumanisme. C'est-à-dire que le transhumanisme, ce n'est pas soigner, réparer. Petite note pour les gens qui croient que nous ne voulons pas réparer les gens qui sont handicapés. Ça, c'est du soin. Le transhumanisme, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire aller plus loin, augmenter, produire de nouvelles potentialités, et ainsi de suite. Donc là, si les gens n'ont pas de problème de fertilité, mais ont recours à des technologies de reproduction, alors ils commencent à ouvrir la porte à l'idée qu'on pourrait utiliser ces technologies de reproduction pour autre chose. Et cette autre chose, évidemment, c'est l'augmentation, l'amélioration du produit fourni. Alors là, on ouvre l'autre volet de la reproduction artificielle, qui est, à partir du moment où donc la matière première, comme je disais tout à l'heure, est extraite du corps et traitée en laboratoire, très vite, on enclenche des processus industriels. C'est-à-dire que la matière première, elle est soumise à un contrôle qualité, donc diagnostic et ainsi de suite. Et puis très rapidement, à une volonté d'amélioration du produit. C'est-à-dire que dans un premier temps, on commence par sélectionner le meilleur produit, et puis ensuite vient l'amélioration du produit sélectionné. Et ça, alors évidemment, les gens qui ont voté la loi, et quelqu'un comme René Friedman, qui est toujours là, depuis qu'il a fait Amandine en 78, il est toujours le meilleur lobbyiste de la reproduction artificielle. Il pousse des grands cris en disant que, bien sûr, eux, ils ne sont pas là pour ça, ils ne sont pas là pour modifier l'humain ou pour intervenir dans des processus d'eugénisme. Il avait son émission sur France Culture, même. Oui, absolument. En plus des livres qu'il publie, voilà.
des auditions qu'il passe, il avait aussi son émission sur France Culture, c'est-à-dire... Enfin, Parce que ça dessine une cohérence, tout ça. Vous comprenez, à partir du moment où... mettons que vous ayez un problème de fertilité et que donc vous ayez droit, légalement, vous faites les choses bien, vous avez droit au recours à la PMA. On va éventuellement vous proposer, ou en tout cas dans le secret du laboratoire, que font les médecins? Ils choisissent les meilleurs ovules, les meilleures gamètes, d'accord? Ils font déjà un premier tri, même sans passer par le crible du DPI, mais ils choisissent la meilleure matière première. Ils le font toujours, de toute façon. Éventuellement, il y a un diagnostic préimplantatoire qui est effectué, etc. Donc vous, qui aviez un problème de fertilité, vous avez accès à l'idée qu'on va vous implanter un embryon qui sera de meilleure qualité qu'éventuellement celui que vous auriez fait naturellement. Mais si vous avez droit à ça, pourquoi les autres, ils n'ont pas droit? Pourquoi ceux qui continuent à faire bêtement des bébés naturellement prendraient le risque d'avoir des bébés pas parfaits? Vous êtes en train de modifier la norme. Et encore une fois, la part des naissances in vitro augmente d'année en année. Donc vous êtes en train de modifier la norme petit à petit. Et donc, à un moment donné, ça part toujours de cas minoritaires. Souvenez-vous du téléphone portable. Au début, c'était juste les patrons qui avaient un téléphone dans leur voiture, c'était les gens riches, les gens chics, ou qui avaient des hautes fonctions, qui avaient besoin de ça. Ou les militaires, les infirmiers. Oui, bref, c'était toujours réservé à une minorité qui avait une bonne raison d'avoir le téléphone portable. Et bien sûr, on sait ce que c'est devenu. Ensuite, ça a imposé une norme et tout le monde a voulu avoir un téléphone portable ou doit l'avoir, et maintenant on ne peut plus vivre sans. Bon. Et donc c'est le principe de l'extension technologique. C'est la même chose pour la production d'enfants en laboratoire. Si vous commencez à avoir une nouvelle norme qui fait que y a plus de trisomiques qui naissent, et puis après il y a plus de ceci, il y a plus de cela, ou ainsi de suite, il y a un glissement progressif qui va modifier la perception que les humains ont de leur propre progéniture. En fait, c'est ça que vous êtes en train de modifier. Donc, tout à l'heure, on parlait de morale, de questions morales, mais c'est parce qu'on n'est pas uniquement dans des problèmes personnels, individuels, etc. Là, on est en train de toucher au fondement de la société, un fondement anthropologique, qui est quels humains naissent, selon quelle procédure. Donc, c'est simple, soit on s'inscrit encore dans l'histoire naturelle, soit on est en train de rentrer dans la prise en main de l'évolution, qui est le projet transhumaniste, soit avoué, soit dissimulé. Mais finalement, l'idée d'une naissance hasardeuse commence petit à petit à devenir suspecte. Et d'ailleurs, naissent-ils ou sont-ils produits ? Et là, on rentre... Il reste des utérus pour le moment. Alors ça c'est intéressant, parce que du coup, on rentre dans maintenant un peu le lourd des technologies qui sont disponibles, une fois qu'on a passé le cap de la fécondation in vitro, qui finalement... finit par apparaître très low-tech. C'est le principe des progrès technologiques. Et là, on rentre maintenant dans des champs technologiques qui sont ouverts du fait de l'existence de la PMA. Parce que quand vous faites maintenant des fécondations in vitro et des processus donc, de PMA, ce qui se passe, c'est qu'on produit de plus en plus d'embryons, ce qu'on appelle les embryons surnuméraires. Je crois que la moyenne, j'ai vu un chiffre qui était de 29 pour un DPI, enfin, c'était considérable. Et les embryons qu'on ne retient pas, alors ils ont plusieurs destinations. Vous avez plusieurs statuts d'embryons. Donc, soit vous avez des parents d'intention, et vous avez de la chance en tant qu'embryon. Des commanditaires. Donc des commanditaires. Et à ce moment-là, des clients. Bon, enfin bref. Et à ce moment-là, vous êtes destiné à devenir un enfant. Donc soit l'embryon il est implanté immédiatement, soit il est congelé pour usage ultérieur.
Ce qui signifie, entre parenthèses, que des fratries entières peuvent avoir été conçues le même jour, fatalement. On mesure pas ce que c'est en portée symbolique, tout ça, mais c'est intéressant parce que l'idée de la génération, des générations, hein, qu'est-ce que ça devient aussi quand une fratrie, vous pouvez faire naître des enfants à 10 ou 15 ans d'écart qui ont été conçus le même jour. C'est particulier quand même, mais ça on n'en parle jamais, mais moi ça m'intéresse, parce que je pense que les humains ne sont pas que de la biologie et de la socialisation, mais il y a aussi une portée symbolique, il y a les histoires qui se racontent, quoi, hein, et les histoires qu'on se raconte à propos de sa conception, de sa naissance, etc. Là, elles prennent une autre tournure, bon. Oui, c'est moins romantique. À voir. À voir, mais bon. Donc, voilà, soit vous avez des parents d'intention et l'embryon est destiné à s'épanouir et à devenir un être humain. Soit il n'y a pas de parents d'intention une fois passé le premier, et donc ils peuvent être destinés à un usage scientifique, puisque maintenant on a le droit de se servir des embryons pour faire des expériences. Soit vous pouvez aussi en faire don. Prescription. Parce que souvent, on parle de don de gamètes, mais si on veut être assez clair sur les termes, de la même manière, on parlait de clients tout à l'heure, en fait, c'est plus de la prescription de gamètes, du coup, qu'on fait. C'est pas des gamètes, là, c'est des embryons. Alors, oui, ou d'embryons. Alors ça, c'est intéressant comme remarque, parce que on ne peut pas légalement donner un être humain. Mais on a réglé la question en disant l'embryon n'est pas un être humain, c'est de la viande. Donc normalement, on peut faire don d'embryon. Du point de vue du terme juridique, je peux faire don d'embryon comme on fait don. Alors si tu veux prescription, parce que c'est très humaniste. Voilà. Mais non. Quand on regarde les termes utilisés par l'Agence française de biomédecine et les textes réglementaires, ils n'osent pas employer le terme de don. Il doit y avoir un surmoi qui leur dit « Ah, l'embryon quand même, bon d'accord, c'est de la viande, mais quand même, c'est pas de la viande comme une autre. » Donc ils parlent d'accueil. Mais c'est révélateur quand même. C'est-à-dire que vous pouvez... voilà, il y a des embryons qui sont destinés à être accueillis. C'est très peu, hein, parce qu'en fait, il y a très peu de couples qui acceptent d'accueillir un embryon qui n'est pas le leur, quoi. Là encore, c'est intéressant, parce que partout, il n'est question que de se libérer de la nature et de dire que il ne faut pas vouloir faire des familles, je ne sais pas comment ils disent, hétéronormées, patriarcales comme avant, etc., etc. C'est-à-dire, en fait, des familles où le papa et la maman font leurs enfants. Mais quand il s'agit de rentrer dans le vif du sujet, on préfère majoritairement que ce soit ses propres gènes. Bon, les gènes, d'après mes informations, c'est naturel. Bon. Donc là encore, on a toutes les contradictions à tous les niveaux qui ressortent à chaque fois. C'est intéressant. Hein, Après, j'ai appris, notamment par GPA, Ventre à louer, édition l'échappée, que la FIV et la PMA a permis, dans certains pays, la légalisation de la GPA, parce que c'est pas un abandon d'enfant, puisque c'est pas totalement l'enfant de la mère. Alors là encore, il y a des cas très intéressants. Parce qu'il y a la question du don des gamètes. Mais vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler? Ce qu'on est en train de faire là, c'est de parler comme des mécaniciens automobiles qui vous expliquent que pour faire un moteur à une voiture qui marche, c'est simple, hein, il faut des éléments, les assembler dans un certain ordre, et puis ensuite visser les boulons comme il faut, etc. Et ensuite ça va marcher. C'est exactement ce qu'on a fait avec la reproduction, et au-delà de la reproduction, et je dirais même aussi de toute la gestation. C'est-à-dire que, et alors là, si on veut adopter un point de vue féministe, c'est intéressant, parce que on s'aperçoit que ça a commencé avec le suivi de la grossesse, puis la gestion de l'accouchement, et j'emploie le terme gestion à dessein, qui ont été totalement médicalisés, fragmentés, jusqu'à maintenant le fait qu'on puisse programmer la date de son accouchement avec une césarienne. Enfin, c'est devenu c'est comme le contrôle technique, tu prends rendez-vous. Et là, en remontant en amont, au niveau de la conception, d'abord de la fécondation, puis ensuite de l'implantation d'un embryon, puis ensuite du suivi de cet embryon in utero,
et ainsi de suite. Et effectivement, ça peut être l'utérus de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. On voit que la génération, le fait d'engendrer, c'est devenu un processus segmenté selon les principes industriels de la division de chaque étape, de chaque opération. Chaque étape devant répondre à des normes, devant suivre des protocoles spécifiques, induisant un matériel spécifique, des corps de métier spécialisés, et pour aboutir finalement à la production d'un produit qui s'appelle un enfant. Mais c'est une fiction de penser que c'est la même chose que d'engendrer naturellement. C'est pas la même chose. Il y a plein d'endroits où tout ça diffère. Et à commencer par la question de l'autonomie, et qui est la première question, encore une fois, pour nous. Alors, quand des militantes et des militants de la PMA pour toutes vous expliquent que c'est la prise en main de la liberté, enfin de leur autonomie, de leur corps, mon corps, mon choix, mon choix, ta gueule. Ta gueule, c'était bon. Pardon, mais en termes d'autonomie, il faut des laboratoires, des molécules chimiques, des protocoles extrêmement lourds dont elles-mêmes se plaignent et humiliants. Il y a plein de témoignages qui racontent tout ce que c'est que déclencher les ovulations et ainsi de suite, c'est pas une partie de plaisir. Un suivi techno-médical permanent. Enfin bon, je vous épargne la liste. Un personnel spécialisé. Éventuellement des équipes juridiques. Parce qu'après, il y a des tas de complications en termes de filiation. Enfin, bon, j'en oublie plein, mais en termes d'autonomie, on fait mieux. Un nombre de partenaires plus grand. Pourquoi un nombre de partenaires plus grand ? Les parents d'attention. Ah oui, alors, pas des partenaires, mais d'intervenants, on va dire. Moi, oui. Je raisonne comme un générique de film. Hein. Oui. Il y a une équipe technique, il y a une équipe juridique. Oui, il y a les parents d'intention, il y a les donneurs éventuels de gamètes, il y a ensuite peut-être effectivement la mère de location, comment on dit, l'utérus de location. Enfin bon, oui, c'est l'inverse d'un processus autonome qui jusque-là demandait simplement d'être à deux, de faire les gestes qui conviennent et ensuite de laisser faire un processus spontané. Hasardeux, certes, on n'était pas garanti du résultat. De laisser faire l'autonomie du vivant. Et ce processus spontané, c'est l'autonomie du vivant. Mais il se trouve que, étant nous-mêmes animaux politiques du vivant, nous avions cette chance de pouvoir ne pas trop se préoccuper de comment ça marchait, en gros, et puis ça marchait ou ça marchait pas. En effet, mais c'était ça jusqu'ici, ça a permis qu'on soit 8 milliards depuis une semaine. Bon, donc ça se passait pas trop mal. Et ça, c'est ce qui est supprimé, c'est cette idée de l'autonomie du vivant. C'est cette idée. Donc on voit bien que le slogan de l'autonomie, mon corps, mon libre corps, etc., c'est vraiment... c'est vraiment... C'est totalement libéral, c'est une vision totalement libérale de... Oui. Sur cet argument du choix. En fait, c'est ça. L'autonomie qu'on a, c'est le choix. Oui. C'est le choix de la marque de smartphone et c'est le choix de l'enfant qu'on va avoir. Alors bien sûr, on va dire en France, on ne choisit pas encore complètement l'enfant qu'on va avoir. Mais tout le monde sait qu'aux États-Unis, en Thaïlande, dans un certain nombre de pays, les cliniques de PMA proposent des enfants sur catalogue, que vous choisissez les donneurs selon des critères extrêmement précis, pour pouvoir choisir le résultat final à peu près selon les connaissances de la biologie actuelle. Et ce qui, évidemment, on sait que ce qui se passe aux États-Unis en général ne tarde pas trop à arriver chez nous. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que le même procédé est utilisé et qui est encore une fois très typique des revendications libérales, techno-progressistes. Libérales, libertaires. Ouais, j'aime pas dire libéral-libertaire parce que mais on va dire que c'est ça. Moi, je dirais libertarien en fait. Oui, voilà, ouais. Bon, plutôt parce qu'on a quand même besoin d'une sacrée assistance techno-industrielle.
voire capitaliste, dans le pire des cas, bien sûr. Mais l'argument, c'est toujours, ça se fait à l'étranger, les gens sont obligés d'aller à l'étranger pour le faire, donc il faut qu'on le fasse ici, il faut qu'on le légalise ici. Hein, ça a commencé comme ça pour donc les couples de femmes ou les femmes célibataires qui voulaient des enfants. Grand argument des associations militantes, c'est insupportable parce que du coup c'est seulement celles qui ont l'argent pour faire les voyages, pour aller en Espagne ou en Belgique et ainsi de suite, qui peuvent se le permettre. Donc si nous voulons l'égalité pour tous et toutes, eh bien il faut légaliser ce procédé en France. Logique. Bon, dans la même logique, si vous comparez le régime fiscal en Suisse ou aux Pays-Bas, qui fait qu'il y a des gens qui sont obligés de défiscaliser à l'étranger, qui sont obligés de mettre leur argent en Suisse pour pouvoir avoir un régime fiscal favorable. Et en plus, c'est les plus riches qui peuvent le faire. Les pauvres, eux, ils sont soumis encore au régime fiscal français, ce qui est une inégalité flagrante. Il est temps que nous réformions le régime fiscal français. Et je vous passe le droit du travail, et ainsi de suite. Bon, il est temps de réformer le droit complet en France, parce qu'autour, nous sommes cernés de pays qui autorisent des tas de choses que nous n'autorisons pas. On peut aussi s'intéresser à la peine de mort. Enfin, il y a des tas de sujets comme ça qui se font ailleurs et que nous n'autorisons pas ici. Et ça vaut pour la GPA, parce que l'argument de la GPA, donc le fait de louer ou d'emprunter, moyennant juste défraiement, un utérus, pour pouvoir pour porter un enfant qui sera ensuite cédé à un autre personnage que la mère qui l'a porté. Ça devient compliqué de faire des phrases simples. L'argument des associations, de certaines associations gays notamment, puisque ça intéresse les couples d'hommes, beaucoup, c'est de dire ça se fait ailleurs, donc arrêtez de vous braquer comme ça viendra ici. C'est une forme c'est une façon de tordre le bras, de dire ça se fait ailleurs, donc ça se fera ici. Mais pardon, la charia, ça se fait ailleurs, hein, la peine de mort, ça se fait ailleurs, et selon ce principe, il faut qu'on autorise les OGM, il faut qu'on autorise tout ce que nous essayons d'interdire ici au nom de principes qui nous semblent supérieurs. Cet argument de ça se fait ailleurs, c'est le niveau zéro. Mais n'empêche que c'est celui qu'on a entendu pendant 2 ans rapporté dans tous les médias de gauche, nous donnant des leçons sur le fait qu'il fallait un petit peu qu'on ouvre nos esprits, quoi. Bah, ça se fait ailleurs pour ramener ici aussi, c'est-à-dire notamment sur la GPA, il y a ce truc de la faire à l'étranger puis de le ramener en France. Il n'y a pas de statut, il faut statuer. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que nous, en France, nous renoncions à des principes qui nous paraissaient supérieurs. Bah là, en l'occurrence, quand même, ne pas exploiter le corps des femmes, et puis un certain nombre d'autres principes, sous prétexte que certains, qui sont souvent d'ailleurs suffisamment riches et célèbres pour s'en vanter ensuite publiquement, nous tordent le bras. Il faut avoir lu le livre de Marc-Olivier Fogiel, qui raconte ce que c'est qu'un projet parental, pour s'apercevoir de l'humanisme de ces gens. Bon, on l'a cité dans notre livre Alerter les bébés, mais il raconte son projet parental avec son compagnon. C'est intéressant. Hein. Ils avaient d'abord ils voulaient que leur progéniture ait le meilleur capital intellectuel possible. Donc ils avaient choisi une étudiante en médecine qui leur paraissait très bien. Et puis finalement, ils se sont aperçus qu'elle avait un patrimoine génétique pas terrible, il y avait des cancers, donc c'était pas génial. Et il explique que c'est normal de vouloir le meilleur pour sa progéniture. Mais si Marc-Olivier Fogiel, qui est dans les médias, qui est prescripteur, parce que finalement l'opinion elle suit les prescripteurs, si lui il dit que c'est ça le meilleur, si c'est ça la norme. Et en plus il fait du prosélytisme. Et en plus, bon, il fait du prosélytisme, mais si lui il montre cet exemple-là, pourquoi monsieur et madame lambda ne voudraient pas aussi avoir le meilleur? Donc c'est ça la trajectoire aussi. Hein. Ça passe aussi par la question des exemples et puis des faux arguments à l'égalité, quoi. En fait, sous couleur de contestation et de revendications émancipatrices, c'est une extension du domaine de la consommation. Ça en fait, c'est très frappant. C'est une ruse de l'histoire. C'est déjà arrivé en 68.
En 68, tu vois tous ces groupuscules, tous ces étudiants enragés, trotskistes, maoïstes, etc., prolétariens en diable. Et 5 ans après, ils sont tous rentrés à l'université, rentrés dans l'ordre. Pas tous, hein, mais la plupart. Et en fait, ils vont être les propagateurs de la réaction libérale. Enfin, eux, dans leur trajectoire personnelle d'ailleurs, ils vont bien tourner. Ils vont réintégrer l'université, les médias, l'édition, la publicité. Je te parle des têtes du mouvement, hein, je ne te parle pas des petits pions de province. Bon. Et t'aboutis à Serge July, qui est une figure type. Hein, j'aurais pas, il sert de tête de Turc, le malheureux, mais bon, tant pis pour lui. Qui est l'ami de René Friedman. Et ils sont amis, il a fait un film ou un livre avec René Friedman, enfin bon. Et c'est les années 80, c'est-à-dire l'apologie de le fric c'est chic, chacun fait ce qui lui plaît, etc., etc. Et je pense qu'on voit la même chose là. C'est-à-dire qu'on a toute cette génération qui se dit féministe, qui se dit queer-friendly et compagnie. Bon, chaque génération a la politisation qu'elle mérite. Bon, eux, ils se politisent comme ça, très bien. Mais en fait, je pense qu'il y a une ruse de l'histoire qui est à l'œuvre et que ces gens sont des réactionnaires qui s'ignorent. Ils n'ont effectivement aucune analyse de classe et ce qu'ils préparent, ce qu'ils soutiennent et ce dont ils sont les produits, en fait, c'est les produits de la technocratie triomphante qui préparent de nouveaux triomphes de la technocratie. Et en fait, ils ne sont pas dans le camp de l'émancipation. Ils sont dans le camp de l'asservissement. Mais leur rhétorique retourne le propos et essaye de faire passer pour une émancipation, ce qui est une couche supplémentaire d'aliénation. Et surtout, ils oublient le facteur premier de domination et d'aliénation actuelle, qui est la technologie. Systématiquement, c'est totalement écarté de leur schéma de pensée. Et ce qui me fait penser que souvent, une revendication féministe, c'est de dire les questions de reproduction sont liées au corps féminin, et donc il y a une question de liberté des femmes vis-à-vis de cette question-là. C'est totalement vrai. Mais quand on passe de la reproduction à la reproduction artificielle, alors on change de paradigme, parce qu'il faut quand même, comme je le disais tout à l'heure, tout le système techno-industriel autour, plus la sécu, parce que c'est mon corps, mon choix, ta gueule, peut-être, mais ton fric aussi, hein, parce qu'il faut financer ça. Et donc, ça n'est plus du tout une question de liberté individuelle, mais ça devient une question sociale, politique, et forcément, il faut que la société s'en empare, parce que l'argument, c'est vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas les premiers concernés, mais les premiers concernés, là, en l'occurrence, c'est l'espèce humaine, hein, quand même. En effet, les premiers concernés par l'eugénisme et par le transhumanisme, eh bien, c'est l'espèce humaine tout entière. Et c'est justement pour ça que l'espèce humaine tout entière devrait écouter cette série de podcasts. On compte sur vous pour le rendre possible en partageant autour de vous. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Et si vous voulez approfondir la critique de l'eugénisme et du transhumanisme, eh bien, lisez les 2 livres de PMO, Alerter les bébés et Manifeste des chimpanzés du futur. Dans le 17e épisode, qui fait suite aux 2 précédents, on verra que la question de la technologie et de l'artificialisation du vivant divise les féministes, entre féministes technocritiques et féministes mutantes. On parlera également des applications transhumanistes de toutes ces technologies. À la semaine prochaine, sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.